Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour la suite du 62e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et donc pour aujourd'hui, je serai accompagné toujours des mêmes, des fidèles contributeurs que sont Jeff. Bonsoir à tout le monde. Camille. Salut tout le monde, bonsoir. Et Alexis. Bonsoir. Aujourd'hui, suite et fin donc, de ce qui s'est passé en Europe cette semaine avec l'Angleterre, la Première Ligue, et également tout ce qui s'est passé en Ligue 1, Ligue 2 et Nationale 1 et 2 notamment, où il y a notamment du nouveau du côté de Bordeaux, et Alexis pourra nous donner les nombreuses nouvelles entrées de joueurs, notamment du nouveau concernant Bordeaux, la situation actuelle qui semble commencer à évoluer dans le bon sens. On dit bien commencer puisqu'il manque encore beaucoup d'éléments pour que ça soit à peu près bien. Donc en premier lieu, on parlera donc de l'Angleterre avant d'attaquer le gros volet lié au football français. Concernant l'Angleterre, deuxième journée de Première Ligue. Et beaucoup de matchs beaucoup de matchs intéressants. Je vais quand même faire plus simple, partir du bas vers le haut, c'est-à-dire le haut les derniers matchs et le bas les matchs donc du samedi. Donc Manchester United qui va perdre contre Brighton en toute fin de match par un but de João Pedro, le Brésilien. United, but d'ailleurs de Diallo, d'Amad Diallo. Il est bon ce petit quand même, ouais. Amad Diallo. Très bon Amad Diallo. Franchement, depuis qu'il est arrivé dans l'équipe 1 de Manchester, il a déjà sauvé une paire de fois Manchester, ou essayé de sauver en tout cas une paire de fois Man United. Oui, en soi, lui, il est quand même, il est très intéressant. Il est très intéressant, surtout que il marque avant-hier, mais c'était quand même assez compliqué du point de vue personnel par rapport au décès de sa belle-mère. Et il a quand même tenu à jouer le match, il a marqué. Donc, d'un côté, voilà, c'était un match assez spécial pour lui. United qui aurait dû, parce que là je dis bien pas pu, mais dû marquer un deuxième but. Mais la malchance a fait que Zirkzee a touché un ballon qui rentrait dans la cage. Lui était hors jeu et il touche le bas et donc le ballon allait rentrer. Dans tous les cas, il n'y avait absolument aucune possibilité, dans aucun contexte possible pour que la balle ne rentre pas. La balle rentrait, sauf que Zirkzee hors jeu va toucher la balle à 3 cm des cages, en sachant c'est pas volontaire de sa part, c'est juste qu'en fait il glissait. Et le ballon est arrivé sur son genou pendant qu'il glissait. Et malheureusement, il y a eu un hors-jeu, c'était à la 78e minute, ce qui a empêché United de prendre l'avantage à ce moment-là. Et comme symbole de malchance, ils prennent un but à la fin de match pour perdre 2-1. C'est vraiment un but annulé, mais un but tellement gag, parce que pour le coup, il y avait but. Mais il touche le ballon, il est hors jeu, malheureusement. On dit shit pour Milan. Donc, c'est le karma, il aurait dû venir chez nous. Donc voilà, c'est malheureux en parenthèse pour United, mais du coup cela fait une défaite. Une défaite contre Brighton, et Brighton qui enchaîne bien après sa première victoire très convaincante contre Everton. Enchaîne un deuxième résultat positif. Everton qui eux par contre commencent à rentrer dans une petite crise, puisque après cette fait rétamée par Burnley, maintenant c'est 4-0 qu'ils prennent contre Tottenham. Et ce qui illustre pour moi ce match-là, c'est le premier but de Son, c'est-à-dire celui à la 25e minute, parce que Son va mettre un doublé sur ce match. D'ailleurs, Bissouma met un très très beau but.
incroyable. Enfin, très 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 beau but. Je pense que c'est l'un des buts du week-end en première ligue. Une frappe impossible à arrêter pour Pickford. Mais le deuxième but de Tottenham est vraiment à l'image de. Enfin, par rapport à Everton, c'est vraiment à l'image de ce qu'ils sont. C'est vraiment une équipe qui est en manque de repères, en perte de confiance et qui fait des choses. Enfin, parfois, tu comprends pas pourquoi ils effectuent ça. Cela part d'une remise donc du défenseur latéral gauche à Pickford. Pickford qui, après des fois il était en l'air, on le sait, mais est un peu trop sûr de lui aussi. Pickford qui prend du temps à pouvoir faire sa relance, mais la balle un peu trop lointain, un peu trop loin. Son, lui, avait déjà essayé plusieurs fois un peu plus tôt de le contrer. Ah, ça passait ric-rac pour Pickford, sauf que là, par contre, ce n'est pas passé. Son a réussi à le contrer et Pickford, en fait, prend un but casquette, tout simplement. Et donc, ça faisait 2-0 pour Tottenham. Et Tottenham ne va pas relâcher la pression, va ensuite continuer. Ce qu'il va faire, qu'il y aura un troisième but de la part de Christian Romero et un quatrième but de la part de Son. Victoire nette et sans bavure de Tottenham, qui se relance bien après son petit nul contre Leicester en première journée. Mais pour Everton, c'est que le début de saison, mais quand on sait que l'année de saison dernière, il s'en est fallu peu pour qu'il descende en premiership, attention, là, cette fois-ci, va falloir vite se remobiliser. Nottingham Forest qui gagne 1-0 contre Southampton. Le Fulham qui gagne contre Leicester 2-1. Fulham qui se reprend sur sa petite défaite contre United. West Ham qui gagne 2-0 contre Crystal Palace. Newcastle qui fait match nul contre Bournemouth. Et pour les équipes de haut de tableau, notamment Manchester City contre Ipswich. Manchester City qui avait été cueilli à froid par Ipswich en prenant très tôt un but à la 7e minute. Mais quand tu as l'arc et la flèche qui sont en pleine forme et un Savigno qui virevoltant, très travailleur, avec l'envie de vraiment... il apporte du peps, il apporte de la vitesse, il a ce truc pour aller au pressing, il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et lui, pour le coup, parfois les prêts font énormément de bien. Ben, pour le coup, lui, son prêt à Gérone lui a fait énormément de bien. D'ailleurs, il avait complètement explosé, entre parenthèses, la saison dernière à Gérone. Hein, c'était l'un des hommes forts de cette équipe. Bon, il appartenait à 3, donc 3 s'est fait la malle quand même, hein, un transfert à 25 millions. Bon, il est coté à un peu plus, mais vous savez, les joies de la multipropriété. Cela peut faire que certains transferts se négocient à des tarifs un peu moindres, une petite ristourne. Je pense que Jeff l'a su, notamment certains Lillois à Milan, mais voilà, il y a parfois des petites ristournes qui se font et Savigno n'est parti que pour 25 millions à Manchester City, le club phare du City Group. Et donc, en 4 minutes chrono, Haaland et De Bruyne et également Savigno vont clouer le match. Vont complètement clouer le match. Haaland sur penalty. De Bruyne qui va bénéficier d'un pressing justement. Quand je parlais de l'activité de Savigno, c'est Savigno qui va réussir à prendre la balle au gardien parce que le gardien tardait à faire sa relance. Savigno au pressing arrive à lui intercepter la balle, passe à De Bruyne, but vide, il marque. Et le troisième but, c'est l'arc et la flèche. L'arc De Bruyne, la flèche Haaland, merveille de passe. Haaland arrive par son contrôle devancer le gardien et ensuite il finit, tout simplement. Et cela fait 3-1. Et ça fait 3-1, le match est quasiment plié. Bon, après à la fin de match, Haaland va mettre son triplé. Mais voilà, globalement, en même pas 5 minutes, le match était plié déjà pour Ipswich. Belle résistance, mais voilà, quand tu as des joueurs comme ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. C'est difficile pour Ipswich, mais bon.
Ils ne peuvent rien faire. Aston Villa, Arsenal. Très beau match. Très beau match entre deux belles équipes. Aston Villa, comme l'année dernière, une équipe très très difficile à voir, à manœuvrer. Une équipe chiante, très chiante. Attention, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est que c'est une équipe assez compliquée à manœuvrer. Ils sont relous. Ils sont quand même assez relous et Arsenal, voilà, qui a quand même ça au niveau du jeu, qui a quand même ses préceptes, qui a quand même ils ont quand même certaines bases. Ils ont quand même galéré à forcer le verrou, bien que, je pense que ils ont bien été aidés par la maladresse exceptionnelle pour le coup de Watkins, qui a raté des balles de but, mais waouh, il sort à la 65e, hein, Watkins, mais waouh, les actions qu'il rate, tu te dis, mais c'est le même Watkins qui était là l'année dernière. Il a vraiment, on va dire, facilité et je dirais il a permis à Arsenal de ne pas douter par ses énormes ratés. Et c'est clair, clairement, il a la tête dans le seau, hein, ouais. Oli Watkins, depuis le début de la saison. C'est ça, exactement. Il est pour l'instant pas encore revenu à son niveau de l'année dernière. Et wow, sur le coup, j'ai quand même été choqué des occasions qu'il a ratées. Le premier but, c'est à force de rater d'énormes occasions, au final, tu finis par te faire punir, en sachant que Arsenal poussait quand même. Hein, c'est pas comme s'ils étaient inactifs, mais poussaient quand même. Et le jeune entrant, puisqu'il venait de rentrer même pas 2 minutes avant, Trossard va sur une belle action amener côté droit, et ensuite à son côté droit, relance de la défense assez approximative et derrière il y a une petite action et après Trossard ajuste très bien le gardien de Emiliano Martinez. Arrive à ajuster Emiliano Martinez. Donc, premier but pour Arsenal. Ensuite, Arsenal va intensifier son pressing et va être récompensé par le second but marqué par l'intermédiaire de Thomas Partey. Ça faisait 2-0 et donc là, la messe était dite. C'était assez compliqué. C'était assez compliqué pour Aston Villa et cela fait pour Arsenal une deuxième victoire en 2 matchs. Et donc... Mais moi, le truc, c'est que je me dis, il y a beaucoup d'équipes qui ont... J'ai l'impression qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver et c'est beaucoup d'équipes qui vont jouer en Coupe d'Europe. Et c'est des équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer les Coupes d'Europe, genre Brighton, toi, l'année dernière, genre Aston Villa cette année, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas sereins, quoi. C'est ça. Parce que les gros sont là, mais et encore, comme tu as dit, t'as du Tottenham qui a géré son truc là ce week-end. Mais le week-end d'avant, c'était quand même pas ça. C'est ça. Manchester, qui s'est, comme tu l'as dit, incliné face à Brighton. Brighton, après, moi, j'attends de me hyper. Parce que l'année dernière, au mois d'août, j'étais méga hypé par Brighton. Et à Halloween, j'étais déjà plus hypé parce que c'est bon, le souffle était retombé. Donc moi, j'attends au moins fin septembre là, pour Brighton, pour me hyper. Ils ont une super équipe, je ne dis absolument pas le contraire. Mais j'attends fin septembre avant au moins de démarrer le live. Ouais, c'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, hein, l'Europe, pour certains, ça a été très compliqué. T'as même pas cité, t'as cité l'année dernière Brighton, mais t'as même pas cité Newcastle aussi, qui s'est complètement viandé en Europe l'année dernière. Et voilà, c'est l'enchaînement saison de révélation et saison de confirmation, peut-être très compliqué, puisqu'en plus les deux en championnat ça a été assez compliqué aussi. Donc c'est pour là, Aston Villa, le plus dur va commencer dans quelques semaines. Ça va pouvoir enchaîner l'Europe, la Ligue des Champions pour le coup, c'est pas que l'Europe, c'est la plus grosse compétition européenne, en sachant qu'il y a 2 matchs en plus, il y aura minimum 8 matchs, et savoir ce qu'ils vont également faire en championnat. Après,
Le plus dur, ouais, va commencer pour eux. Va falloir. Après, peut-être que l'ivresse européenne va leur permettre de pouvoir éventuellement se revigorer. Mais bon, je pense qu'ils ne sont pas. Pour le coup, ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là, puisqu'il y en a dans tous les gros championnats. Tu as Brest aussi qui est dans les chaussettes. Qu'est-ce que ça va donner? Bologne, qu'est-ce que ça va également donner? Gérone, qu'est-ce que ça va donner également? Brest. Oui, Brest, en Ligue des Champions. Oui. Qui est Oui, également. évidemment. Ou Heidenheim en conférence libre. Ah oui, aussi, c'est vrai. Ah, moi, j'en reviens toujours encore pas de Heidenheim en Coupe d'Europe. Je sais pas. Donc vraiment. Franchement, les mecs, ils sont montés l'année dernière et ils sont en conférence ligue. Je crois que j'ai pas vu ça depuis Kaiserslautern ou peut-être Leipzig en Allemagne. Donc il y a quand même un certain nombre d'équipes qui vont devoir apprendre à jongler entre les deux, réapprendre du moins, parce que certaines ont déjà connu les joies de victoire en Coupe d'Europe, mais bon, dans un certain passé quand même, hein, c'est pas récent. Mais oui, ça va pas être facile pour eux, et donc à voir ce que cela va donner du moins. Du côté de Liverpool, une victoire convaincante contre Brentford. 2-0, but de Diaz suite une contre-attaque éclair après un corner. Et c'est pour le coup vraiment Jota et Luis Diaz qui ont fait le travail à eux deux tout seuls. Très très beau but. Et ensuite Salah, l'homme providentiel tout court, mais encore plus à Anfield où le type a des statistiques exceptionnelles. Il est impliqué, je crois. Il a joué plus de 129 matchs, je crois, à Anfield, et il est impliqué sur 129 buts. Et pas ici, bien évidemment. Enfin, il est impliqué sur 129 buts en 129 matchs. Enfin, il a un ratio de 1, notamment sur ses matchs à Liverpool, à Anfield, du moins. Ce qui est, enfin, c'est prodigieux. Il maintient l'excellence à un niveau, c'est fou. Et il n'a qu'un an de contrat. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il ne prolongera pas. Mais en tout cas, Salah est excellent, à un niveau d'excellence qui est rarement vu, et ça force le respect. Hein. C'est quelqu'un qui, année après année, a une régularité dans l'excellence. On se rend pas compte, on croit que c'est normal, mais mine de rien, il roule sa bosse et il a des stats démentiels. Vraiment, il a des stats démentiels. Bien évidemment, pas à la hauteur de sa première saison où il a été à des niveaux stratosphériques que seuls des pointures ont eu, mais il est peut-être redescendu notamment en termes de buts marqués, mais derrière il a maintenu cette régularité-là où ça là c'est autour de 20 buts, c'est autour de 20 buts marqués en championnat. Si je lève sa première saison, c'est vraiment toujours entre 18 et 23 buts en championnat. Et hormis une saison à 5 passes décisives, il tourne autour des 10 passes décisives. Il est sur quasiment du 20 buts, 10 passes décisives par saison. Et c'est impliqué limite sur 30 buts chaque saison. Ce qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel. Et lui, il le fait de manière régulière depuis 6-7 saisons. Top player, top joueur, tout simplement. Top player, évidemment, top player. Et les Wolves contre Chelsea. Un match assez bizarre, je dirais. Parce que oui, à la fin, Chelsea gagne très largement. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour que le match s'emballe et devienne fou, mais que d'un côté, puisque à la mi-temps, il y avait déjà 2-2. Puis Madueke sort de sa boîte et plante un triplé express en moins de 20 minutes, en un peu plus de 14 minutes. Et derrière, forcément, le match est plié, puisque tu passes de 2-2 à 5-2. À la 63e, ça devient plus compliqué. Et bon, je ne sais pas si c'est comme un symbole, mais derrière, quasiment la fin du match, Joao Félix
va aggraver la marque. Un but 100% portugais où le passeur est Pedro Neto, nouveau numéro 7 à la place de Sterling, qui est sur le départ d'ailleurs. Et Joao Félix aggrave la marque pour le 6e but des joueurs de Chelsea. Et donc, belle victoire des joueurs de Chelsea. C'était leur premier match. Enfin, pardon. Deuxième match, puisqu'ils avaient joué en premier lieu contre Manchester City et avaient perdu 2-0. Belle semaine pour Chelsea, qui gagne 2-0 contre le Servette et là qui finit bien la semaine en gagnant assez largement contre les Wolves. De toute façon, à partir d'un moment où tu as un match où tu as et Nico Jackson et Joao Félix qui marquent dans le même match, pour la même équipe, tu te dis que c'est un match qui s'est bien passé. C'est ça, exactement. Sachant les difficultés qu'ont ces deux joueurs à concrétiser. C'est ça, exactement. Après, bon, le fait qu'il y ait eu un petit enchaînement de matchs pour Chelsea, au vu de ses effectifs, au pluriel, ça va. Ils ont de quoi faire. S'il y en a 11 ils peuvent mettre 11 joueurs, ils peuvent mettre 11 nouveaux joueurs. Dans ces 11 nouveaux joueurs, tu verras du Neto, du Nkunku, du Badiachi, du Joao Félix, du Jorgensen. Enfin, tellement de joueurs que tu peux faire une deuxième équipe compétitive, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est pas spécialement grave. Même 2 ou 3. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y aura quand même un dégraissage. Nous ne l'aurons pas. Il y a quand même des joueurs qui sont priés de partir et qui risquent de partir. Au classement, cela donne 4 équipes qui ont pour l'instant fait un 2 sur 2. City, Brighton, Arsenal et Liverpool. Donc 1, 2, 3 et 4. Tottenham, Newcastle et Nottingham Forest, toutes 3 à 4 points. 5e, 6e, 7e. Ensuite là, les équipes qui ont gagné un match et perdu un. Chelsea, West Ham, Fulham, Manchester United, Aston Villa, Brentford. Donc du 8e au 13e. Ensuite Bournemouth qui a fait 2 matchs nuls. Leicester 15e. Et ensuite Southampton, Crystal Palace, Ipswich, les Wolves et Everton. Donc Ipswich, Wolves, Everton qui ferment la marche pour l'instant. Et ce sera tout pour l'instant pour la première ligue. Cette fois-ci, on peut ouvrir la partie liée au football français. Et donc, Alexis, préfères-tu qu'on va du haut vers le bas ou comme habituellement, du bas vers le haut? C'est-à-dire de la Nationale 2 notamment. Non, pour le coup, j'aurais préféré que ça commence par la Ligue 1. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc, pas de problème. Voilà. Donc on finira par le bas. Donc. Il y a des infos qui étaient plutôt croustillantes, on va dire. Enfin, étonnantes, plutôt. Concernant la Ligue 1, la bonne vieille Ligue 1, le PSG qui... et pour le coup, je suis content de leur victoire, qui écrase Montpellier 6-0. Avec des offensifs à la fête, hormis Colomboigny pour qui c'est toujours aussi compliqué, mais sinon des offensifs à la fête. Joao Neves, 4 passes décisives en 2 matchs, adaptation express, tout va bien pour lui. Barcola qui met un doublé, 3e but en 2 matchs, 3 buts en 2 matchs, tout roule également pour lui. Moi, j'ai misé sur lui, sur le fait qu'il explose cette saison. Donc, je suis content de ce côté-là. Zahir Emery qui met un délice de but. Petit pont, frappe, magnifique. Hakimi qui met son but. Lee Kang-in également. Mais sur ces 6 buts, ma préférence va quand même pour le but de Barcola, celui où il déborde côté gauche et il finit côté opposé sur une sorte de pointu extérieur du pied
qui est quand même assez compliqué, mine de rien. C'est pas un but facile. C'est pas un but facile parce que tu peux avoir en parenthèse, la gourmandise de vouloir l'enrouler, même si c'est quand même assez compliqué, et de la mettre, de mettre en pointu extérieur du pied, en sachant que tu vas pas avoir véritablement le contrôle de la balle. C'est pas facile non plus, je trouve. Et en séance là que c'est par rapport à la difficulté du geste que je préfère le but de Barcola à Zahir Emery, bien que le but de Zahir Emery en soi est plus beau, plus esthétique. Tu voulais dire quelque chose, Camille, ou je me trompe? Non, pas du tout. Ah. Non. Là, j'ai pas grand chose à dire pour une fois, parce que je vais pas te mentir, j'ai pas trop suivi la Ligue 1 cette semaine, donc j'ai un petit peu regardé, quoi, mais surtout regarder des highlights. On va pas se le cacher. Et pour le coup, n'en déplaise au président de Montpellier, je pense qu'il y a beaucoup de supporters montpelliérains qui auraient aimé, au lieu de voir cette prestation-là sur DAZN, aller au resto. Puisque bon, pour le coup, comme il le disait Et ça, bien, ça coûte que 30 euros. voilà, ça coûte que 30 euros. Mais pour le coup, ça aurait été mieux d'aller au resto plutôt que de voir ce match-là. Si j'étais Montpellier. Donc bon, les restos, parfois, c'est peut-être mieux que l'abonnement. Si c'est pour voir son équipe prendre des roustes. Voilà, j'allais dire, tout dépend de l'équipe et tout dépend du match et du résultat. Voilà, de quel côté on se place. Exactement. L'un des premiers, pour moi, c'est le choc de la journée, Lyon-Monaco. Et ça a été un match à sens unique. Monaco qui, franchement, tout va bien du côté de Monaco. Tout roule pour eux. On voit que les préceptes de jeu de Hutter font plus qu'effet. On voit ce qu'il est en train d'amener. Et quand également tu as des joueurs de talent, des mecs comme Ben Seguir, des mecs comme Makliouche, Camara également, même si bon, il a pris un carton, l'ancien de Metz, Lamine Camara. Un peu bête son carton rouge, je trouve. Peut-être c'est la jeunesse. Denis Zakaria aussi. Je trouve vraiment très très intéressant Denis Zakaria pour le coup. Mais quand tu as des joueurs de talent comme ça, ben, tu peux faire de grandes choses. Là où Lyon, tu as l'impression qu'il manque tout. Tu as l'impression vraiment qu'il manque de tout. Et que c'est pas la même équipe sur la deuxième partie de saison dernière. C'est une équipe. C'est le syndrome, tu vois, peut-être des équipes qui ont bien fini et qui n'arrivent pas derrière qui font une bonne saison. Enfin, pour le coup, Lyon, c'est une bonne demi-saison. Et qui derrière n'arrivent pas à enchaîner. Ben, pour l'instant, Lyon est méconnaissable. On ne comprend pas ce qui se passe. Et ils se sont fait, dans le jeu, laminer par Monaco, vraiment. Et il y a eu 2-0, mais c'est une victoire totalement méritée, totalement maîtrisée de la part de Monaco. Rien à redire. L'ASM tient son rang et tout roule pour eux. Vraiment, tout roule pour eux. J'ai vraiment très très hâte de... Moi, je suis hypé par le duo Ben Seguir et Akliouche. J'ai vraiment hâte de voir ce que les deux vont pouvoir amener. On sait qu'ils ont... Même Minamino, qui est super intéressant, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent amener, leur folie, et voir s'ils vont également peut-être exploser aux yeux de l'Europe. Mais il y a de quoi faire avec cette équipe. Il y a de quoi faire avec cette équipe de Monaco. Donc... belle victoire, 2-0. Et Lyon toujours à 0 points. Monaco, eux, avec 6 points, tout roule pour eux. Lille qui finit sa bonne semaine par un très bon résultat positif. Victoire contre le Slavia Prague, 2-0 en qualification. Victoire contre Angers, 2-0 en Ligue 1. Tout va bien, que demande le peuple. Ils sont à un pas de se qualifier pour les phases de poule de Ligue des Champions. Ça va également bien en Ligue 1. Rien à redire. Rien à redire tout simplement. Tout va bien du côté de Lille. Le Havre qui gâche la première de Saint-Etienne à domicile
en gagnant donc 2-0. Le Havre qui se reprend après sa défaite logique hein, contre le PSG. Le Havre qui se reprend assez bien à ce niveau-là. Lens qui également, tout va bien du côté de Lens. Hein, pareil, hein, à l'image de Lille, qui lance également à un pas de la qualification. Même si Lens aurait pu mieux faire, mais sa prestation a quand même été bonne puisqu'ils avaient été à 10 contre 11 pendant une large partie du match contre le Panathinaikos, depuis la 20e minute plus précisément. Victoire 2-1 contre le Pana et victoire 2-0 contre Brest. Cette fois-ci, Will Steele. Tout va bien également de ce côté-là. Nice qui fait match nul contre Toulouse. Nice qui patine. Un point pris en 2 matchs contre des adversaires sur le papier quand même abordables. Toulouse, Auxerre. Va falloir vite monter en puissance du côté niçois parce que c'est insuffisant. C'est insuffisant en ce moment. Nantes qui gagne 2-0 contre Auxerre. Nantes qui prend ses 3 qui engrange sa première victoire cette saison. Auxerre qui ne capitalise pas sur sa belle victoire contre Nice 2-1 et perd. Strasbourg qui fait un très beau résultat contre Rennes. Rennes qui ne capitalise pas de son très très bon match contre Lyon. Pour le coup, j'ai quand même été assez étonné de la prestation rennaise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, surtout ce qu'ils avaient montré contre Lyon, où on a vu une vraie maîtrise du côté de Rennes. Vraiment, Lyon a galéré contre eux et Rennes a puni comme pas possible à ce niveau-là. Là, j'ai pas l'impression d'avoir vu le Rennes de la première journée. C'est dommage. Mais au moins, c'est positif pour Strasbourg qui, après son nul contre Montpellier, gagne 3-1 cette fois-ci. L'OM contre Reims. Wai contre l'OM. T'as des trucs à dire. T'as des trucs à dire, je suppose, pour l'OM. Oui, j'ai des choses à dire, effectivement. Alors, je vais retenir du positif dans le sens où vraiment on sent au niveau du jeu qu'il y a une volonté de faire les choses, de conquérir, de créer, d'instaurer quelque chose au niveau du jeu de la part de Zerbi. On sent cette patte-là et on sent que cet OM-là en a redonné au niveau de ce qu'il montre au niveau offensif. Vraiment, tu sens qu'avec l'OM, tu ne vas pas t'ennuyer. De ce qu'ils ont montré, tu sens que tu ne vas pas t'ennuyer avec cet OM-là. Après, sur ce match-là, concrètement, l'efficacité a été... l'OM a manqué énormément d'efficacité. Wai a beaucoup raté sur ce match-là. Et malheureusement, c'est cette panne d'efficacité qui va mener l'OM à un nul, tout simplement. Parce que l'OM ouvre la marque de la part d'Harit. Mais le problème est que l'OM derrière a des occasions pour pouvoir tuer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'y arrive pas. Et derrière, l'OM va se faire très bêtement punir. Et Reims, eux, ne va absolument pas se priver de pouvoir punir l'OM quand il le faut. Après, attention, Yehvan Diouf fait un match exceptionnel. Énorme match de sa part. D'ailleurs, s'il n'y a que 2-2, c'est en partie grâce à lui. Aussi. Puisque l'OM a quand même cadré 10 frappes. Hein. C'est que, pour le coup, c'est 16 tirs, 10 cadrés. Mais pour le coup, le gardien de Reims aussi a été très bon. Mais l'OM a complètement manqué d'efficacité. Et l'OM l'a payé. L'a payé et a pris 2 buts quasiment coup sur coup. En 4 minutes, Reims a pris l'avantage. D'ailleurs, je retiens surtout le second but plein de culot de Yaya Kader Fofana qui venait de Lens à la base. Et pour le coup, c'est l'un de ses premiers matchs en Ligue 1. Un but vraiment au culot où il déborde côté gauche.
dribble le défenseur olympien et frappe très fort premier poteau au culot, parce que bon, tu t'attends à ce qu'il enroule ou qu'il tire au deuxième poteau, mais non, lui en met une lourde côté premier poteau. Et c'était un peu la minute drôle aussi en fin de match lorsqu'on lui demande de s'expliquer concernant voilà, parce que c'est son premier but en Ligue 1, etc. Il entre parenthèses arrache le micro, il reprend la journaliste lui tend le micro, lui il le reprend un peu et après il commence à parler. Enfin, c'est plus drôle qu'autre chose, hein. Il n'y a pas de volonté de, mais c'était assez drôle, je trouve. La séquence était assez drôle, mais je pense que si on refait le match 10 fois, l'OM le gagne 9 fois. Mais là, ça a été un match où l'OM a vraiment manqué d'efficacité et malheureusement, ça donne qu'un 2-2. C'est dommage, c'est un nul frustrant parce qu'en soi, l'OM a fait le spectacle, hein, vraiment. Mais bon, c'est quand tu veux viser le haut du tableau, ces matchs-là, faut les gagner. Même si c'est vrai que Greenwood va marquer un second but et donc va lui aussi mettre son troisième but en 2 matchs, mais il faut les mettre, ces matchs. Ces buts-là, faut les mettre, et ces matchs-là, faut les gagner. Faut concrètement les gagner. Quant à la place pour pouvoir mettre un score à l'adversaire, faut mettre le score à l'adversaire. Là, c'est pour Reims, c'est presque une défaite pour l'OM et une victoire pour Reims. Tant Reims a été clinique, en fait, a très peu cadré, mais quand ça a cadré, globalement, ça a fait but. Là où l'OM a beaucoup cadré, mais très rarement trouvé les fonds du filet. Au classement en Ligue 1, cela donne donc 4 équipes qui font parcours parfait. PSG, Lille, Monaco et Lens, tous 4 avec 6 points. Ensuite, 3 équipes à 4 points. L'OM, Strasbourg, Nantes, 5, 6, 7. Rennes, Le Havre, Auxerre avec 3 points, 8 à 10. Toulouse, la seule équipe ayant fait match nul pas à 2 reprises, 11e. Ensuite, Nice, Reims, Montpellier qui ont 1 point, 12 à 14. Et les 4 bonnets d'âne, qui sont Saint-Etienne, Angers, Lyon et Brest. 15e, 16e, 17e et 18e. Donc c'est tout du côté de la Ligue. Du coup, Alexis va nous donner les informations pour les antichambres du football français, n'est-ce pas, mon cher Alex? Oui, tout à fait, exactement. Du coup, puisqu'on redescend un peu sur le classement, sur les divisions, je vais passer à la Ligue 2 pour retrouver déjà les scores. Donc voilà, tout en sachant qu'actuellement c'est la mi-temps entre le Red Star et Ajaccio. Il y a 1-0 donc pour le Red Star. Sinon, le multiplex qui s'est ouvert vendredi avec notamment la victoire de Pau face à Caen, en sachant que Pau, qui était réduit à 9 en début de deuxième mi-temps, s'est imposé donc 1-0 face à Caen. Metz, qui est allé s'imposer sur la pelouse de Rodez 3-1, avec notamment un but ultra rapide après 8 secondes de jeu de la part des Messins. Le Paris FC qui s'est imposé 3-2, qui a fini par s'imposer 3-2 face à Dunkerque, alors qu'ils étaient menés 2-0. Bastia qui s'est imposé 1-0 face à Amiens, Guingamp qui s'est imposé 1-0 face à Laval, Clermont qui s'est imposé 1-0 à 3, et Martigues qui s'est imposé 4-2 sur la pelouse d'Annecy. Et samedi, Lorient a battu Grenoble 2-0, en sachant qu'il y avait eu une interruption de match sur cette rencontre entre Lorient et Grenoble due aux programmations qui sont actuelles en Ligue 2, à savoir le multiplex le vendredi. Ça ne plaît pas aux supporters, donc il y a eu des interruptions il y a eu une interruption sur ce match. Des balles de tennis qui ont été lancées et notamment sur le match en J1, c'était sur Metz Bastia.
Donc, il y a eu aussi une interruption sur Lorient-Grenoble. Là, actuellement, sur le match de Red Star Ajaccio, c'est les supporters du Red Star qui sont en train de viser avec vous savez, les lasers puissants verts sur les caméras de beIN Sport, en sachant qu'il n'y a pas de commentateurs au stade, mais ils sont en plateau à Paris. Donc voilà, il y a 2 caméras. Donc voilà, et au classement, on a des équipes qui confirment leur première victoire et des équipes qui confirment également qu'elles seront là au fur et à mesure du temps. On a 3 équipes à 6 points et qui ont 3 équipes à 6 points qui sont Guingamp, le Paris FC et Lorient. On a 4 équipes à 4 points, à savoir Metz, Pau, Clermont et Bastia. Ensuite suivent Amiens, Martigues, Annecy, Ajaccio, Grenoble et le Red Star actuel avec 3 points. Et de Laval 14e, 15e Dunkerque, 16e Rodez, 17e Caen et 18e Troyes, tout en sachant qu'ils ont 0 points. Pour la 3e journée qui aura lieu le week-end prochain, on aura Caen-Annecy, donc dans le multiplex, tout ça. Grenoble-Pau, Guingamp Red Star, Ajaccio 3, Martigues Bastia, Clermont Paris FC, Dunkerque Rodez. Samedi, on aura 2 matchs, à savoir Metz-Laval et Amiens-Lorient. Donc voilà pour la Ligue 2. Je crois qu'Anis, tu avais des choses à dire par rapport à Martigues notamment. Oui, en effet, oui, c'est vrai que j'ai vu en direct le match Annecy contre Martigues. Assez content d'ailleurs de la première victoire de Martigues cette saison, qui avait difficilement été battue par Lorient. Sur le coup, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de complexe de la part de Martigues, où ils ont vraiment déjà commencé le match tambour battant, ils marquent assez tôt dans le match. Même s'ils se font égaliser, ils continuent à pouvoir amener amener du punch, essayer de créer du jeu, amener du spectacle. Enfin, t'as vraiment eu l'impression qu'ils sont pas venus simplement pour essayer de défendre ou quoi ce qui peut arriver. Ou voilà, un promu, il joue contre une équipe du championnat, il essaye de cadenasser. Non, t'avais l'impression que oui, il y avait cette volonté de ne pas perdre, mais il y avait également cette volonté d'aller chercher à gagner le match aussi. Et, et donc ça, je trouve c'est assez positif à ce niveau-là. Et j'ai bien aimé cela. J'ai bien aimé également l'activité des joueurs offensifs, que ce soit un Sibi ou un Robin, dont j'ai apprécié ce qu'ils amènent sur le jeu Martégal. Également l'entrant que lui par contre je ne connais pas beaucoup, se nomme Steve Solvay. Je ne le connaissais absolument pas, mais lui aussi qui a été très intéressant dans sa rentrée et assez rapidement décisif en plus pour le coup, puisque c'est lui qui met le dernier but du match une dizaine de minutes après être rentré en jeu. Mais vraiment, c'était super intéressant. Et bon, la semaine prochaine, il joue, donc le 30, il joue contre Bastia à domicile. Je pense que ça va être ça va être super bien. Et il y a moyen, même si Bastia a très bien commencé la saison, je pense qu'il y a moyen à ce qu'il y ait un beau match. Apparemment, le match est au Vélodrome, le match de Martigues contre Bastia. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais Moi, je te confirme que c'est au Vélodrome. Enfin, de ce que j'ai entendu et lu, c'est que sur les 6 premiers mois, enfin, au moins jusqu'au match, jusqu'à la fin du match aller, ils seront au Vélodrome et après ils retournent à Martigues. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça, je ne sais pas. c'est ça, ça faudrait également voir à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est c'est sympa. Ça a été un très beau match. Ça a été un très beau match et je suis assez content de les avoir vus gagner.
Et c'était tout concernant Martigues. Donc, du coup, je vais continuer sur le championnat national. Donc, les matchs qui ont lieu, comme toujours, le vendredi également. Aubagne qui s'est imposé 2-1 face à Rouen. Nancy qui a battu Concarneau 3-0. Orléans et Valenciennes qui a vu le match interrompu à la mi-temps parce qu'il y a eu un incendie sur une des buvettes du stade. Donc le match a été reporté à une date ultérieure. Un partout entre le Paris 13 Atlético et Versailles, 0-0 entre Le Mans et Villefranche-Beaujolais. Quevilly qui a battu Dijon 2-1, Nîmes qui a battu Châteauroux 1-0 et un partout entre Bourg-Péronnas et Boulogne, un partout. Et au niveau si on peut faire déjà la prochaine journée, Rouen qui affrontera Orléans, Valenciennes, Nîmes, donc ça ce sera quand même un beau choc. Boulogne-Quevilly, Châteauroux, Bourg-Péronnas, Villefranche-Beaujolais qui recevra Paris 13 Atlético, Concarneau qui recevra Aubagne, Sochaux-Le Mans et Versailles-Nancy et Dijon qui est exempte sur cette journée. Et au classement, on a 4 équipes en 4 points, donc Boulogne, Bourg-Péronnas, Nancy et Versailles avec 4 points. Suivent Sochaux, Orléans, Valenciennes, Concarneau, Nîmes, Aubagne et Quevilly avec 3 points. Villefranche-Beaujolais, 12e, Le Mans, Rouen et Paris 13 Atlético avec 1 point. 16e et 17e, Dijon et Châteauroux avec 0 point. Merci pour les Donc, si je peux enchaîner sur le National 2. Bien sûr. Alors, je vais déjà commencer par les matchs avant de parler de ce qui se passe du côté des Girondins. La journée qui a commencé vendredi entre les Herbiers et Blois Foot et Saint-Brieuc et Saint-Malo, et 2 matchs qui se sont terminés sur un score de 0-0. Samedi, Dinan-Léon et Châteaubriand qui ont fait également 0-0. La Roche-Vendée et Saint-Privé-Saint-Hilaire qui ont fait 1 partout. Le Poiré-sur-Vie qui était exempt, donc qui devait accueillir les Girondins, donc le match a été reporté. Saint-Colomban, Locminé qui a battu Saumur 2-1. Bourges qui s'était imposé 2-1 sur la pelouse de Poitiers. Et dans un derby, c'est Avranches qui a battu Granville 1-0. Et au niveau du classement, si je peux l'avoir assez rapidement, voilà. Non, c'est pas ça. On va mettre une petite musique d'attente pour quand on cherche des trucs. Vous pouvez me le donner assez rapidement. Voilà. Voilà, pile au moment où je le trouve. Bourges qui est en tête avec 6 points, suivent Saint-Privé-Saint-Hilaire, Avranches, Blois avec 4 points, Saint-Colomban, Locminé avec 3 points, Poitiers 3 points, Saint-Colomban avec 3 points et Poitiers avec 3 points. Derrière 7e, Châteaubriand avec 2 points, comme Saint-Malo et les Herbiers 2 points, La Roche-sur-Yon avec 1 point comme Granville, Saumur et le Stade Brieuc et Saint-Brieuc et Dinan-Léon avec 1 point, 15e Bordeaux, donc qui est exemple, qui est même pas dernier, avec 0 point. Et 16e et dernier, c'est le Poiré-sur-Vie. Alors, faut m'excuser, parce que comme je disais il y a quelques jours, c'est des noms que je découvre et encore pas l'habitude de dire. Donc voilà, sur le niveau du classement de la Nationale 2. Puisque on a dit les matchs de Ligue 2. Non, je ne peux pas les avoir. Sur la 3e journée. Et ça serait cool que tu me les donnes. Voilà. Les matchs qui auront lieu donc samedi, en sachant que Blois recevra Granville, Bourges, Dinan-Léon, les Voltigeurs de Châteaubriand qui recevront Saint-Brieuc, Saumur qui recevra le Poiré-sur-Vie, Saint-Malo qui recevra La Roche, Saint-Privé-Saint-Hilaire qui recevra les Herbiers, et Avranches qui recevra Saint-Colomban, Locminé, et
priori, c'est là qu'on va pouvoir faire une belle transition. Les Girondins qui recevront Poitiers. Comme je disais tout à l'heure en off, on ne sait pas pour l'instant où est-ce que ce sera. Est-ce que ce sera au Matmut? Est-ce que ce sera à Libourne? Est-ce que ce sera au stade Saint-Germain-du-Bouscat? Ça, on en saura plus dans la semaine. Mais comme on a eu les infos, du coup, il y a plusieurs joueurs qui ont signé. Mais avant de parler des joueurs, on va parler de l'entraîneur qui a été nommé donc ce vendredi, en la personne de Bruno Irles, qui s'est donc engagé pour les 2 prochaines saisons, avec une saison en option. Bruno Irles, qui est un très bon formateur d'ailleurs, qui s'est engagé aussi avec Dado Perso, qui est passé notamment par Monaco. Donc après, j'ai pas non plus ces autres clubs en tête, mais voilà, c'est le duo qui va s'asseoir sur le banc des Girondins. Et au niveau des joueurs, beaucoup de joueurs sont arrivés. On ne sait pas exactement pour l'instant qui a signé, mais on sait les joueurs qui sont actuellement au Hayan pour s'entraîner. J'ai trouvé la liste tout à l'heure. C'est pareil, hein, c'est comme les clubs de National 2. C'est certains joueurs que personnellement je ne connais pas du tout, d'autres que je connais de nom. Mais au niveau des gardiens, on en a 3. Overman Honda, qui vient de Libourne, Lassana Diabaté, qui vient de Valenciennes, et Sonny Letton, qui vient d'Auxerre. Donc voilà, 3 gardiens. A priori, il y en aurait peut-être un des 3 qui jouerait pour la Nationale 3. Au niveau des défenseurs, on a Nathanaël B, qui vient de... Alors, je lis le nom des clubs, c'est peut-être pas ceux-là actuellement, mais qui vient de Sablé. Omar Sané, qui vient lui aussi de Libourne. On a Sekou Fofana, qui vient de Chartres, en National 3. On a un ancien joueur des Girondins qui revient au club en la personne de Driss Trichard, qui était à Dunkerque ces derniers temps. Nama Fofana, qui vient de Créteil, donc en National 2. Jonathan Abonkele, qui vient de Villers-Houlgat, en National 2. Nassim Ranem, qui vient de Blagnac, en National 3. On a Glenn Younous, qui lui était déjà au club en National 3. Comme Jean Griot, qui a fait quelques apparitions avec les pros l'an dernier. Au niveau des milieux de terrain, on a Issam Ben Kimis, qui vient d'Angoulême-Charente en National 2, Samadi Diaby, qui vient de Bayonne en National 3, Noah Ramon, qui était déjà au Girondin, Jonas Zukoloto, qui vient de Châtellerault, Yanis Mergi, pour avoir suivi la Ligue 2, il était à Concarneau l'an dernier, donc qui vient renforcer lui aussi le club. On a Nolan Abidou Bonté qui vient du RC Lens, de la réserve du RC Lens. Et pour la petite histoire, comme je disais ce matin, Nolan Abidou Bonté, c'est le fils de l'ancien attaquant marseillais Mamadou Niang. Après, est-ce qu'il sera aussi bon que son père? Il joue milieu de terrain, mais après, est-ce qu'il sera meilleur que son père? Ça, c'est une autre question, mais comme dirait un célèbre commentateur, en tout cas, on te le souhaite. Grande Rugador. Voilà. Et au niveau des attaquants, il y a 2 noms que j'ai volontairement mis de côté parce que j'en parlerai tout à l'heure, ça me surprend. Donc, et au niveau des attaquants, on a Malik Sek, donc, qui vient de Libourne, Pape Massardjité, qui vient de Mâcon, Malorinok, qui lui aussi était passé par le centre de formation des Girondins, qui était aux Pays-Bas. On a Jérémy Grain, qui vient de Trélissac en National 3, Amidou Yameogo, qui vient de Caen, enfin de la réserve de Caen en National 3. Et les 2 noms que j'ai volontairement mis de côté, c'est Paul Bass, qui aurait pris une licence avec un contrat libre. En fait, je pense que c'est plus déjà pour faire le nombre sur les compositions, pour éviter qu'il y ait
des forfaits ou des trucs comme ça, en sachant que la Nationale 3 a fait... Mais Paul Baez, il a quel âge, Paul Baez? Il a 36 ans. En sachant que la... Attends, parce que c'est pas le nom le plus rigolo. Et là, en sachant que la Nationale 3... Et donc, je disais, le deuxième nom, le deuxième joueur qui aurait pris une licence comme Paul Baez pour jouer en National 2 et en National 3, c'est Ryu Mavuba, qui a 40 ans, qui aurait donc repris une licence comme Paul Baez. Donc voilà, ça reste quand même surprenant de les voir prendre une licence. Alors, comme ça a été dit par certains, je pense que c'est plus pour faire le nombre au niveau de la Nationale 3 et surtout de la Nationale 2. Tout en sachant que la Nationale 3, qui devait affronter le Stade Bordelais ce week-end, a déclaré forfait. Et un deuxième forfait la semaine prochaine entraînerait un forfait général sur toute la saison. Donc voilà. Et puis on a aussi d'autres noms de certains joueurs qui pourraient arriver. C'est notamment des anciens joueurs qui sont passés soit par le centre de formation des Girondins ou par les Girondins même tout court. C'est Cédric Yambéré qui est actuellement aux îles Féroé. Je ne vais pas dire le nom de peur de l'écorcher, mais qui pour l'instant est entre guillemets retenu par son club parce qu'ils sont en position de se qualifier pour la Ligue Europa ou la Conference League, je ne sais plus laquelle des deux. Et le deuxième, c'est Grigor Krychowiak, qui était passé aussi par les Girondins, ancien international polonais qui est libre actuellement, qui était au Qatar, il me semble. Donc voilà, ça ferait des joueurs d'expérience, tout en sachant que Krychowiak qui lui aurait proposé une reconversion dans le club. Mais pour l'instant, tu peux pas proposer de reconversion étant donné que tu sais pas exactement où le club va aller. Donc voilà, la Nationale 2 qui doit jouer contre Poitiers ce week-end et la Nationale 3 qui doit jouer contre Colomiers également le même week-end. Il y a aussi plusieurs joueurs qui sont actuellement sur la pelouse sur la pelouse d'entraînement pour être avec la Nationale 3D ce week-end. Mais en tout cas, peu importe ce qui se passera à la fin de la saison 2025, je pense que c'est des mecs qui sont là déjà pour jouer et pour essayer de remettre Bordeaux sur de bonnes bases. En tout cas, moi, personnellement, je leur dis merci à tous ceux qui se sont aussi présentés qui se sont présentés au Hayan, notamment Florent Ndalessio, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais qui a expliqué qu'il avait pris un car pour partir de Saint-Etienne pour arriver au Hayan, qui avait demandé à parler à l'entraîneur de la Nationale 3, histoire de faire un essai. Alors j'avoue, je ne sais pas s'il l'a fait ou si c'est prévu qu'il le fasse ou si c'est possible qu'il le fasse, mais un grand respect à tous ces anciens joueurs, tous ces joueurs qui viendront pour essayer de remettre Bordeaux sur le bon rail, même si on sait que cette saison s'annonce compliquée. Voilà. Ok, merci pour les informations. Bon, c'est positif que ça avance au moins au niveau de Bordeaux. C'est bien si... déjà que c'est bien déjà qu'il y a quand même un effectif qui est en train de se créer. Après, bon, on va mettre la charrue avant les bœufs. Faut pas s'attendre à ce que d'un coup... Après, c'est aussi possible, hein, on ne sait pas. Peut-être que ils vivent à présent, il y a un conte de fées qui fait que malgré le nouvel effectif, qu'il n'est absolument pas de repères ensemble, ben, ils arrivent quand même à performer. On ne sait pas, peut-être, mais c'est vrai que sur les premiers matchs, le tout, c'est bien d'avoir pu construire un effectif, même si, bon,
dans un monde normal, il aurait dû travailler ces dossiers-là bien avant, surtout s'il était sûr de vouloir perdre, par exemple, le statut professionnel, etc. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais ouais, c'est bien au moins que ça a pu, qu'au moins l'effectif et au moins puisse faire. Après, reste à savoir ce que ça va donner. Par contre, je voulais revenir sur une chose. Il y a eu un. Je crois qu'il y a eu un forfait de la part d'une des équipes de Bordeaux, si je ne me trompe pas. Ouais, la Nationale 3 ce week-end, ouais. Ce que je disais tout à l'heure. Ok. Ah, parce que la Nationale 3, elle n'a pas pu déplacer ses matchs? Ils n'avaient pas de joueurs. On est déjà à la. Non, ça a repris ce week-end, il me semble, mais ouais, même ils ont pas pu. Enfin, je sais pas si ça fonctionne pareil que ça peut être comme avec la Nationale 2. Je sais pas si les matchs ont pu être reportés, mais ce que je sais, c'est que du coup, ils ont déclaré forfait ce week-end. Alors, ça n'a pas été officialisé comme étant un forfait. Il y en a qui disent que le match pourrait se jouer demain après-midi, sauf que on est dans le monde amateur, donc les joueurs travaillent. Donc voilà. Et petite précision aussi sur la liste des joueurs que je donnais tout à l'heure. Les joueurs doivent être enregistrés avant ce soir, 23h59 pour être sûr de jouer samedi, parce que en National 2 et en plus parce qu'on est en redressement judiciaire, il y a un certain, il y a 4 jours pour valider les contrats. Je crois que c'est un truc comme ça, donc j'avoue je maîtrise pas tout encore, mais il y a 4 jours pour valider les contrats, tout en sachant qu'il y en a qui arriveront encore, mais qui devraient jouer le week-end d'après. Ok, je vois. Bon, c'est, je pense, une affaire à suivre à ce niveau-là. Hein. De manière, Oui. il y aura, je pense, quand même beaucoup de nouveaux en termes d'effectifs, en termes de staff également. Donc, on ne sera pas avare d'informations concernant Bordeaux, surtout que c'est bientôt la fin du mercato. Et donc, bon, voilà. Ouais, mais c'est même au-delà du mercato. J'ai cru comprendre qu'ils pouvaient faire signer encore des contrats, mais c'est comme tous ceux qui ont signé actuellement, c'est des contrats fédéraux, c'est pas des contrats. C'est des contrats fédéraux. Je pense qu'au-delà, par exemple, du 1er septembre, tu peux être encore en mesure de faire signer des joueurs. C'est vrai. Et au niveau du staff, donc comme je disais tout à l'heure, Bruno Irles et David Perso qui seront sur le banc, et visiblement le staff s'allongerait avec certains entraîneurs adjoints de la Nationale 3, Nationale 2, notamment peut-être Rio Maguba qui lui était l'entraîneur adjoint de la Nationale 3, me semble. Donc voilà, ce serait pas surpris de le voir s'asseoir sur le banc, que ce soit pour entraîner ou à l'arrière, même pour jouer. Oui. En effet. Après je sais pas, c'est peut-être une question bête que je vais poser, mais est-ce que le marché concernant les joueurs libres, ça fonctionne de la même manière en national que dans les équipes professionnelles? Ou pas? Je pense oui, parce que c'est comme je disais, ils leur font signer des contrats fédéraux, donc je pense que ça c'est exactement pareil. Il faudrait plus se renseigner, mais pour moi, ouais, ce serait similaire. Ok. Parce que ça, c'est vrai que c'est pour le coup, une question que je me suis jamais posée, mais maintenant que Bordeaux n'est plus professionnel, de là se posent des questions, point de vue réglementation, amateur, professionnel, les différences, les spécificités. Donc, ouais, c'est des nouvelles questions que l'on est amené à se poser, vu que
l'on parle de Bordeaux, tu parleras donc de Bordeaux régulièrement. Après, comment tu vas suivre les matchs? Ça, très bonne question. J'aimerais bien d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir comment tu vas faire pour pouvoir concrètement suivre les matchs, puisque je ne suis pas sûr qu'à l'instant T, il y ait une solution de diffusion pour les matchs. Mais Non, il n'y en a pas. Le championnat n'est pas diffusé. Après, il faut que je retrouve un truc, enfin un tweet qui était passé au niveau des possibilités de diffusion. Parce que dans tous les cas, je crois qu'il faut l'accord du club si tu veux filmer. Ah si, en attendant que je retrouve l'info sur la diffusion, j'ai oublié un nom, un joueur qui. Bon, est-ce qu'on en parle? Est-ce que ça pourrait se faire? C'est Nicolas Bénézet qui était passé par Guingamp, qui était passé par Nîmes, notamment en Ligue 2. Donc voilà, ça serait aussi un bon recrutement pour ça, pour la Nationale 2. Pour diffuser les matchs en N2, il faut un accord officiel de la 3F. Et à l'heure actuelle, il y a un diffuseur qui est en négociation pour diffuser les matchs à domicile des Girondins. Mais sinon, Alexis t'envoie une lettre à la 3F et puis tu vas filmer avec ton téléphone et puis c'est bien. Au moins, je pourrais en filmer 3, c'est sûr. En sachant que les 3 en Vendée sont pas très loin de chez moi. Enfin, j'en ai 2 qui sont pas très loin. Mais ouais, je vais aller filmer avec mon petit téléphone et puis ça va leur faire bizarre sur. Comme ça, c'est un petit vlog, puis voilà, ça leur fait de la publicité, puis nous aussi, tout le monde est gagnant. Et je vais essayer. Je crois que c'est prévu au mois de décembre. Il y a La Roche qui reçoit Bordeaux. Je vais essayer d'y aller. Alors je vous promets rien, mais on va essayer de faire un petit truc sympa. C'est à 30-40 minutes de chez toi, il me semble. Ça passe vraiment pas très loin. La Roche, ouais, c'est à 30-35 minutes. Ouais, c'est pas très très loin. Donc ça pourrait se faire. Ok. Écoute, tu nous tiens au courant dès que tu sais si tu peux faire des vlogs ou pas. Ouais. Effectivement. Est-ce que éventuellement il y aurait d'autres éléments à ajouter concernant l'actualité française? Moi, je pense que j'en ai dit beaucoup. C'est vrai, oui. Oui. Pas en ce qui me concerne. Au niveau du FC Metz, il n'y a pas de grandes nouvelles au niveau des arrivées ou des départs. Depuis l'arrivée de Gauthier Rennes, enfin le retour entre guillemets de Gauthier Rennes, c'est un enfant du club. Mais autrement, rien de grandiloquent du côté Grenat. Mais s'il se passe encore quelque chose d'ici la semaine prochaine, ça sera lors du prochain podcast. C'est ça, en effet. Et d'ailleurs, avant de terminer, qu'en est-il concernant les matchs d'aujourd'hui, notamment au niveau de la Juve? Que se passe-t-il, Camille? La Juve s'est imposée. Ses victoires claires, nettes et sans bavure du côté de la Juventus. La Juve qui allait s'imposer à Vérone 3-0 avec un doublé de notre bomber Dusan Vlahovic et un but du petit Nicolas Savona qui faisait son premier match avec l'équipe première aujourd'hui et première titularisation et premier but pour Savona qui a été prolongé et promu en équipe première en début du mois de juillet.
Et la passe décisive, c'est aussi un jeune, c'est le petit qui avait ouvert le compteur juge cette saison, c'est le petit Mbangou là. Donc c'est une force à la jeunesse du côté de Thiago Motta. Et ben tant que ça marche, on va pas s'en plaindre hein, du côté de la Juventus. Et apparemment, ça a l'air de bien jouer. Donc ça nous change des dernières années. Franchement, ça soulage, c'est bien. J'allais te demander, Savona, c'est un joueur de la Prima? C'est un gamin qui vient de monter, oui. Ah, ok. Bah, franchement, belle première. Ça fait mal de savoir que Milan a été dessus et a préféré Fonseca quand tu vois les débuts. En plus, c'est une équipe où il y a quand même quelques jeunes hein, du coup qui ont joué. Tu dis que eux, ils arrivent à gagner. Nous, avec l'équipe première, enfin quasiment toute l'équipe première, on n'arrive pas à gagner. Franchement, voilà quoi, c'est désastreux. Après, je pense que Thiago Motta, lui, il a pas bon, c'est un peu paradoxal parce que ça colle pas à l'idéologie de la Juve, mais je pense vraiment pas pour le coup qu'il a la pression du résultat. Après, attention, moi je pense qu'il finira top 4. Vraiment, je le pense. Mais on va pas lui tenir rigueur s'il gagne pas le Scudetto cette année. Enfin, ah non. Il y a des équipes qui sont bien plus avancées dans la construction d'effectifs que lui. Donc, s'il finit top 4, il a un jeu enthousiasmant et on voit qu'il est en train d'amener quelque chose qui peut faire que la Juve aille plus loin. Je pense que voilà. Et s'il n'est pas ridicule également en Ligue des Champions, parce que s'il se prend 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, là ça va poser problème, parce que c'est quand même la Juve. Mais. On peut presque faire un parallèle, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a déjà dit hier, mais on peut presque faire un parallèle dans le sens où c'est un nouveau cycle qui s'ouvre et donc du coup, comme tu viens de le dire Cyrus à l'instant, il n'a pas de pression, on ne va pas lui demander de gagner le titre cette année. Oh oui. C'est presque un parallèle au final, mais lui, pour le cas de la Juve, c'est vrai, quoi. C'est vraiment un nouveau cycle. C'est ça, parce que tu vois bien que Chesney est parti, Alexandro est également parti, il y a plein d'historiques aussi à gros salaire, mais plein d'historiques qui sont partis et eux, ils ont vraiment fait le reset. On est vraiment sur un reset quasi complet et il me semble que le joueur le plus âgé du 11 là maintenant, actuellement c'est Bremer. Donc, ah oui. Donc on est bien. Bremer, c'est vraiment le rock quoi au niveau défense. Tu vois, donc bon. C'est vraiment eux, ils sont vraiment sur le. Enfin, si je ne compte pas Milik, Kostic, qui sont plus âgés, hein, qui ont eux dépassé la trentaine. Et d'ailleurs, Kostic devrait partir. Aussi, oui. C'est vrai que lui, il est considéré comme parmi des indésirables. Mais voilà, ils ont vraiment appuyé sur le bouton reset et je pense que. Rabiot aussi est parti. Enfin, parti libre pour le coup. Mais voilà, ils ont maintenant ces places vraiment place à la jeunesse et en fait, quoique Gregorio il a le même mine de rien sur le coup je pensais que Di Gregorio était un peu plus vieux mais non Di Gregorio il a quand même 27 ans. Bon, c'est pas attention hein, c'est pour un gardien ça va surtout en Italie ou bon voilà hein. Donc mais c'est vrai que Di Gregorio il a quand même 27 ans mais il y a vraiment ce reset total, prime à la jeunesse et voilà, ils vont voir ce que cela va donner pour le coup. Oui, ben. De toute façon, franchement, moi, Rabiot, je suis content qu'il soit parti. Eh ben, quand je pense qu'on est peut-être dessus, c'est chaud. Hein. Parce que franchement, si un club peut récupérer le Rabiot il y a 1 an et demi, ben, grand bien vous en fasse. Mais si vous récupérez le Rabiot des 4 autres années qu'on a eu, ben. Mais c'est vrai effectivement à voir. Mais après, je pense que Rabiot joue quand même un jeu assez dangereux s'il veut aller dans une grosse équipe parce que mine de rien, ça risque d'être un peu compliqué. Quand je vois, oui, il peut aller en première ligue, mais Chelsea, je le vois pas. Arsenal, il sera pas titulaire. Manchester United, ils vont normalement recruter Ugarte là tout de suite et il me semble que Manchester United joue avec un double pivot en 6 et je suis pas sûr et il y aura normalement je pense sur le principe Mainou il y a Mainou, il y a Casemiro et il y aura donc Ugarte qui pourront se battre dessus donc lui il n'aura absolument pas sa place de titulaire
de fait. Manchester City, c'est impossible. Liverpool, il n'aura pas sa place de titulaire fait. Donc, je me dis, là, plus le temps passe, plus de son côté, je sais pas à quoi il joue, je sais pas quel est son but, mais il joue à un jeu dangereux. Hein. Et peut-être qu'il va finir perdant dans cette histoire-là. Hein. Peut-être qu'il va finir perdant. Bon, il reste quelques jours, mais c'est quand même rare qu'un joueur sortant, enfin, il sort en soi d'une bonne saison. Je ne vais pas dire qu'il sort d'une mauvaise saison. Il sort d'une bonne saison, il est libre, il est au un carrefour très important de sa carrière. Normalement, un joueur comme ça, au 26 août, il est déjà dans un club, il joue déjà ses matchs. Là, il n'a pas de préparation. Bon, je pense qu'il s'est entraîné de son côté, même si bon, il a bien profité, mais il s'est entraîné de son côté un minimum. Mais il n'a pas une prépa, donc il va devoir se remettre en route physiquement. Ensuite, trouver c'est assez lunaire quand même, je trouve, pour un joueur de sa trempe d'être toujours libre à ce moment-là du mercato. C'est assez bizarre. C'est pas habituel. Mais bon, à voir, hein. À voir ce que ça va donner. Et sur ce, bonne chance au club français pour se qualifier dans les différentes compétitions européennes, même si c'est normalement bien parti pour nos représentants, notamment les Lille, Lens par exemple, les voisins du Nord. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de nos championnats européens et également des tirages de Coupe d'Europe. Sur ce, passez une excellente journée, passez une excellente soirée. Une excellente soirée, exactement. Allez, ciao. Au revoir. Bonne soirée, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.